Il y a quelques semaines, le bon du Trésor américain à 30 ans, cet actif que l'on présente souvent comme la définition même du taux sans risque de crédit, a franchi un seuil que les marchés n'avaient plus vu depuis 2007, 5,2%. Quelques semaines plus tôt, à Londres, le gilt britannique à 30 ans remontait à 5,79%, du jamais vu depuis 1998. Et dans le même temps, en France, le 30 ans revient à ses plus hauts depuis la crise de la dette souveraine de 2011. Enfin, au Japon, l'obligation à 40 ans a crevé la barre des 4%, un niveau qu'aucune dette publique japonaise, quelle que soit son échéance, n'avait atteint depuis plus de 30 ans. Et tout cela dans un pays où il y a à peine 4 ans, emprunter à 10 ans coûtait à peu près 0. Autrement dit, en quelques semaines, une grande partie du monde occidental s'est mis à payer pour emprunter sur une génération le prix le plus élevé depuis 15, 20, parfois 30 ans. Ça ne vous aura pas échappé, on vous parle de crise de la dette, de crise de taux qui punissent les États dépensiers. Bref, c'est ce que l'on peut lire un peu partout. Sauf que cette lecture a un angle mort. Elle traite chaque pays comme un accident isolé. La France par sa paralysie politique, le Royaume-Uni par son budget, les États-Unis par leur déficit ou le Japon par sa dette. Alors posez-vous une question toute simple. Pourquoi des pays aussi différents sur des continents différents, pour des raisons différentes, se mettent-ils à payer le prix fort exactement au même moment ? Quand tout se met à rimer d'un coup, ce ne sont plus des accidents nationaux qui s'additionnent, c'est qu'une même force agit sous la surface. Et à mon sens, ce que l'on prend aujourd'hui pour une crise passagère pourrait bien acter un changement de régime profond. La première conclusion, c'est d'expliquer que les taux montent car l'endettement et surtout les déficits budgétaires des grands pays occidentaux sont trop élevés. Et là, c'est pas moi qui vais venir vous dire le contraire. Par contre, pourquoi maintenant ? La croissance mondiale va globalement bien, les crises dans le monde restent somme toute localisées et dans le fond ne génèrent pas tant d'incertitudes systémiques que ça. Alors pourquoi est-ce que les marchés se mettraient à pricer les déficits excessifs aujourd'hui plutôt qu'hier ? De plus, si l'on assistait bien à une prise de conscience d'une forme d'insolvabilité des États, je m'attendrais à une crise beaucoup plus aiguë, beaucoup plus brutale. Parce qu'on parle pas de 3 sous quand même, on parle des plus grandes économies dans le monde. Alors déjà, regardons pourquoi cette histoire a du mal à coller. Premièrement, la synchronisation. Ces situations n'ont à la base rien à voir entre elles ou pas grand-chose. Paralysie politique française, budget britannique, déficit américain, dette japonaise, chaque pays a ses difficultés, mais les situations de chacun d'entre eux ne sont que difficilement comparables aux autres. La dette japonaise appartient à sa population, ce qui fait qu'elle n'est pas dangereuse. Les USA génèrent des comptes courants gigantesques pour financer leur déficit, ce qui explique pourquoi ils tiennent. De plus, ils sont indépendants sur le plan énergétique, et la paralysie politique française apparente n'empêche pas l'administration d'administrer le pays comme elle le fait depuis des décennies. Donc bon, que tout cela pète en même temps nécessiterait un élément, une crise systémique du genre subprime ou crise des mesures anti-Covid ou je ne sais quoi, qui n'est pas identifiable de façon évidente aujourd'hui. Deuxièmement, il faut regarder l'écart des taux. Si les marchés craignaient réellement que la France ne rembourse pas, l'écart entre le taux français et le taux allemand à 10 ans, le fameux spread, baromètre du risque souverain dans la zone euro, devrait exploser. C'est ce qui s'est produit en 2011, il avait dépassé 200 points de base, or aujourd'hui il est à 69 points de base, à peine une quinzaine de points de plus qu'avant 2024. Ce qui veut dire en toute logique que l'essentiel de la hausse du coût d'emprunt français ne vient pas d'un événement franco-français. Encore une fois, où est le facteur systémique ? Enfin, troisièmement, l'Allemagne justement. Pourquoi la signature la plus solide du continent se met-elle à émettre à un rythme record tout en voyant ses Bunds grimper ? Alors vous pouvez me dire que l'industrie allemande va mal depuis la guerre en Ukraine, on en a largement parlé sur cette chaîne, qui a privé l'Allemagne d'une grosse part de sa compétitivité sur l'énergie. Et là-dessus je suis ok. Mais ça, on le sait depuis qu'on a vu le gazoduc de Nord Stream faire des bubules dans la mer Baltique, parce qu'il a explosé avec la guerre en Russie. Cela remonte à 2022 tout de même, donc c'est pas ce que j'appelle des breaking news. Alors d'accord, en mars 2025, Berlin a fait sauter son frein à l'endettement, ce verrou constitutionnel vieux de 15 ans, libérant un fonds d'infrastructure de 500 milliards d'euros et un plafond d'emprunt militaire purement et simplement supprimé. Le motif, lui, ne vous aura pas échappé, le réarmement, entre autres, car le parapluie sécuritaire américain est justement en train de se replier. Donc là-dessus, on est d'accord, mais en réalité, cette prise de conscience a eu lieu lorsque la Russie a envahi l'Ukraine et que l'Union européenne s'est déclarée plus ou moins frontalement en guerre aux côtés de l'Ukraine, et que l'administration Trump a lâché les pays européens. Pourquoi sanctionner sur les taux seulement maintenant ? Donc, si le problème de fond n'est pas une crise de la dette, alors qu'est-ce que ça peut bien être ? Pour y répondre, il faut renverser le problème. Cesser de se demander pourquoi les taux sont si hauts aujourd'hui et commencer par se demander pourquoi étaient-ils si bas hier ?
Parce que la véritable anomalie, ce n'est pas les 5% d'aujourd'hui, c'est le quasi-zéro, voire les taux négatifs entre grosso modo 2014 et 2022. 8 ans tout de même pendant lesquels on vous payait pour emprunter de l'argent quand même. Je vous laisse réfléchir à cette phrase. Alors pour creuser plus profondément et comprendre d'où venaient ces taux anormalement bas, il faut remonter 40 ans en arrière. Octobre 1981, le bond du Trésor américain à 30 ans rapporte plus de 15%. Paul Volcker, à la tête de la Réserve fédérale, est en train d'écraser l'inflation à coups de taux directeurs proches de 20%. Cette crise inflationniste, qui s'est terminée au début des années 80, marque la fin des 30 Glorieuses et le début d'un ralentissement structurel des pays occidentaux. Le monde occidental est donc entré dans une dynamique désinflationniste de long terme qui est par définition favorable au marché actions. Pourquoi ? Car si l'inflation mange les bénéfices escomptés dans le futur, la désinflation, au contraire, rallonge l'horizon de temps sur lesquels on actualise les bénéfices pour calculer la valeur d'une entreprise. Alors ok, la croissance économique ralentit structurellement depuis les années 80. Mais attention, les indices boursiers comme le CAC 40 ou le S&P 500 ne représentent pas l'économie dans son ensemble, ils représentent en permanence les 40 ou 500 meilleures sociétés de France et des USA. Et il se trouve que ces sociétés ont largement surperformé la croissance de leur pays. Donc la désinflation et la mécanique des indices sur les marchés ont lancé un grand mouvement de hausse des marchés. Ajoutez à cela le besoin des États de contrôler leur taux d'intérêt pour contrôler leurs dettes, et vous avez l'explication du pourquoi du comment les taux ont été négatifs pendant 8 ans et à quasiment zéro jusqu'en 2022. Nous terminons un cycle long de la dette qui s'étale sur un siècle. Pour la petite histoire, ce cycle qui aurait pu se terminer en 2008 avec la crise des subprimes a perduré jusqu'à aujourd'hui car le financement des déficits occidentaux et notamment américains a été assuré notamment par la Chine. Du côté chinois, ils ont exporté des produits à bas coût, ce qui permettait aux USA d'importer avec ces produits une force déflationniste conséquente et en contrepartie, les pays occidentaux ont exporté leurs usines en Chine. C'est le grand mouvement de désindustrialisation qui s'est terminé avec le changement de discours vers le Make America Great Again de Trump 1 en 2017 et le America First en 2024. On peut dire qu'il s'agit du moment où les USA se rendent compte que la désindustrialisation des États-Unis devient trop dangereuse pour le tissu économique américain. Et c'est aussi la période que l'on vit où l'on voit ressurgir le danger de l'inflation. Fin de la parenthèse. Parmi les acheteurs de la dette occidentale se trouve aussi le Japon, pour des raisons structurelles. Une démographie vieillissante, une épargne abondante, des taux internes proches de zéro, l'épargnant japonais investit donc son épargne dans le reste du monde, pendant que sa banque centrale rachète également près de la moitié de son propre marché obligataire. Enfin, la troisième force de rachat des dettes souveraines occidentales que j'ai rapidement évoquées, ce sont les banques centrales occidentales elles-mêmes. Après 2008, la Fed, la BCE, la Banque d'Angleterre créent des milliers de milliards pour racheter la dette des États, et c'est leur bilan qui explose. Ce sont les fameux quantitative easing et autres politiques monétaires accommodantes. Le point commun entre ces trois-là, c'est qu'aucun n'achetait en premier lieu pour gagner de l'argent. La Chine achetait du dollar car elle voulait importer des usines pour accélérer son développement industriel. Le Japon s'est constitué une épargne en cherchant à minimiser le risque perçu, et quand on investit en centaines de milliards, il n'y a pas 36 solutions à l'époque. Quant aux banques centrales, c'était du contrôle économique et financier interne à leur propre pays. Au final, on comprend bien pourquoi les taux d'intérêt sont partis à zéro. Mais attention, ces acheteurs captifs n'étaient pas la seule lame des ciseaux. En face, il manquait quelque chose, de grands projets capables d'absorber toute cette épargne. Le monde épargnait énormément et trouvait peu à financer. Ben Bernanke appelait ça le surplus mondial d'épargne. Larry Summers, la stagnation séculaire. Deux noms pour un même déséquilibre, trop de capital, pas assez d'usage productif pour l'employer. En conséquence de quoi, dans des pays comme la France, ces capitaux ont été largement dépensés pour réaliser des transferts sociaux par le mécanisme suivant. Le pays peut dépenser plus qu'il ne gagne en payant des retraites et un système de sécurité sociale au-dessus de ses revenus, et au bout du compte, les déficits annuels sont financés par de l'emprunt. Et pourquoi les prêteurs acceptent ça ? Eh bien car ils n'ont rien de mieux sous le coude à l'époque avec la profondeur de marché nécessaire. Retenez bien ce point. Parce que le jour où réapparaît un gouffre d'investissement assez vaste pour avaler cette épargne, c'est tout l'équilibre du prix de l'argent qui se déplace. Donc, si le marché redoutait réellement l'effondrement d'un pays, le mouvement devrait être bien plus brutal que cela et on a du mal à expliquer pourquoi aujourd'hui plutôt qu'à l'occasion d'une crise qui aurait pu agir comme un déclencheur. C'est souvent comme ça que ça se passe. Or, c'est pas du tout ce qu'on observe. Au contraire, à l'écriture de ces lignes, le S&P 500 a clôturé sur un nouveau record,
malgré la guerre, malgré le pétrole, malgré les craintes quant à l'inflation, le tout porté par la tech et l'IA, un secteur qui pèse désormais plus de 40% de la capitalisation de l'indice phare des États-Unis tout de même. La seule introduction en bourse de SpaceX a levé 75 milliards de dollars. Et selon l'hypothèse de Commerzbank, environ 15 milliards de demandes étrangères auraient suffi à refinancer près de 8% du déficit courant trimestriel américain en une seule journée. Et là, on commence à voir un schéma se dessiner. Si l'argent part du marché obligataire et qu'il s'engouffre dans les entreprises de la tech, c'est que le marché est possiblement en train de souscrire aux idées de Larry Fink. La puissance de calcul est une nouvelle classe d'actifs en construction qui a le potentiel de générer des rendements supérieurs au marché obligataire, mais surtout, et c'est le point le plus important, avec une profondeur illimitée. Gardez en tête que la profondeur d'un marché est un élément clé lorsque vous avez des dizaines de milliards à investir. Or, de ce point de vue, l'une des promesses de l'industrie de la puissance de calcul, c'est de pouvoir absorber n'importe quelle somme, aussi astronomique soit-elle, car plus vous servez de la puissance de calcul à des clients qui savent en tirer une productivité importante, plus ces clients vous en redemandent le lendemain. En tant que cofondateur d'Antimatter, je le vois bien. En termes de demande sur la puissance de calcul, dès que l'on répond que l'on n'a pas de puissance à louer en stock car tout est déjà vendu, eh bien, de plus en plus de clients nous demandent notre programmation de mise en service de Polycloud afin de bloquer ces futures capacités par contrat. La demande est juste disproportionnée par rapport à l'offre. Et c'est structurel pour la raison suivante. L'utilisation d'une grande puissance de calcul par des entreprises qui sont designées pour travailler avec l'IA génère des besoins toujours plus grands. Parce qu'en face, il y a des rentabilités qui sont toujours plus grandes. Dit autrement, plus vous avez de la puissance de calcul, plus vous pouvez produire des biens et services, mais aussi disrupter vos concurrents qui ne suivent pas le rythme. Et tout cela dans un contexte où le goulot d'étranglement de la main-d'œuvre disponible pour produire diminue avec le temps. En conséquence de quoi, les profils les plus adaptés, experts et expérimentés, se vendent à prix d'or. On parle de contrats en centaines de millions de dollars pour des salariés stars de l'IA. Tandis que dans le même temps, les entreprises au cœur de l'intégration de l'IA dans leur fonctionnement licencient à tour de bras et n'embauchent plus nos jeunes. Leurs masses salariales fond comme neige au soleil. Enfin, encore une info à garder en tête, sachez que ce mouvement, je le qualifie d'assez discret. Ce que j'entends par là, c'est que beaucoup de gens se demandent encore si l'utilisation de l'IA pour les entreprises est rentable, avec en arrière-plan cette idée que l'on serait peut-être dans la configuration de la bulle Internet, où il y avait certes beaucoup de pages web vendues, mais pas beaucoup de chiffre d'affaires générés avec. La grande différence aujourd'hui, c'est que l'IA est rentable pour une minorité d'acteurs qui ont compris qu'ils devaient repenser leur entreprise et tout ce qui s'ensuit autour des capacités de l'IA. L'IA n'est pas un outil qui s'adapte à vous et vient vous faire des recherches plus vite ou simplifier les tâches que vous faites déjà. L'IA prend toute sa valeur quand vous redesignez toute l'entreprise pour en tirer parti. En face de ça, les particuliers et la grande majorité des entreprises utilisent l'IA comme un super Google qui leur permet de faire plus rapidement des choses triviales qui n'ont pas une rentabilité évidente. Donc si vous évaluez la rentabilité de la puissance de calcul dans la majorité des cas, vous observerez que cette rentabilité n'est pas aussi simple que cela. Et vous pourriez être tenté de conclure qu'une bulle est possible. Et quand je parle de bulle, je ne suis pas en train de vous dire que les multiples de valorisation des géants de la tech ne sont pas délirants, car objectivement ils le sont. Non, je vous parle de la tentation de conclure à une vraie bulle, car il y aurait une absence de rentabilité sur les sommes folles qui sont investies dans les projets de data center pour construire toujours plus de puissance de calcul. Et ce sont ces projets qui alimentent des rentabilités du crédit très fortes de l'ordre de 8% à 14%, dirons-nous, selon les cas pour faire large. Quand on a dit tout ça, j'en arrive à la conclusion qu'il n'existe aucun risque de bulle sur ces projets tant que la minorité des entreprises qui savent parfaitement intégrer l'IA à leur business existent et performent. Mais alors, pourquoi n'aurait-on pas besoin de la masse pour l'adoption de l'IA ? Parce qu'à la base, adopter une technologie, ça signifie voir le taux d'équipement dans la population augmenter. Eh bien tout simplement car une entreprise comme Google DeepMind ou Tesla ont la capacité de disrupter leur secteur tout en faisant exploser leur rentabilité sans que l'IA ait besoin de se diffuser dans la population. Je pense que l'on est en train d'assister à une explosion des inégalités en termes de création de richesse au sein même du tissu économique car en quelque sorte l'IA s'auto-adopte. Il n'est pas impossible qu'une minorité d'acteurs fasse l'essentiel de la croissance mondiale dans les années à venir. Et si vous pensez que c'est déjà un peu le cas depuis 20 ans, que les inégalités augmentent, vous avez raison. Mais je pense que c'est sans commune mesure avec ce qui nous attend.
Dans ce cas, l'industrie de la puissance de calcul devient une industrie avec une profondeur de marché seulement limitée par la capacité humaine à mettre de la puissance de calcul en service à coût de centaines de milliards. Et là, vous comprenez pourquoi Larry Fink déclare tranquillement que cette nouvelle classe d'actifs va absorber des dizaines de trillions de dollars. Largement de quoi satisfaire tous les épargnants du monde qui cherchent un refuge et une rentabilité pour leur cash sans se poser de questions. Ce commentaire de Derek Thompson m'a d'ailleurs beaucoup fait sourire. L'IA exige de financer un nouveau programme Apollo, non pas tous les 10 ans, mais tous les 10 mois. Morgan Stanley estime que le secteur technologique pourrait émettre jusqu'à 500 milliards de dollars de nouvelles dettes rien que cette année pour financer ce déploiement. Et ce ne sont pas que des projections. L'année dernière, les 5 grands hyperscalers ont émis à eux seuls 121 milliards de dollars d'obligations, soit plus de 4 fois leur moyenne annuelle des 5 années précédentes. Je peux aussi citer le cas d'NVIDIA qui, le 15 juin dernier, est venu lever 25 milliards à lui seul. Sa première émission depuis 5 ans, sursouscrite plus de 3 fois, avec une tranche qui court jusqu'en 2056. Rendez-vous compte, un pari sur 30 ans qui repose sur le développement de l'intelligence artificielle posé au même endroit dans le marché financier où l'État venait hier encore emprunter sans contrepartie. C'est à ce moment-là que le rendement servi par cette industrie, de l'ordre de 8% à 14% aujourd'hui en fonction des projets, pourrait devenir une sorte de nouveau taux de référence perçu comme sans risque dans la finance mondiale, parce qu'on peut y envoyer autant d'argent que l'on veut sans trop se poser de questions. Dit autrement, tout ce qui rapporte moins que cette fourchette de taux n'aurait plus accès au crédit à terme. Et ça, c'est vraiment transformateur. Et quand je dis tout ça, c'est pas qu'une spéculation qui provient tout droit de mon cerveau. C'est devenu un vrai débat à l'intérieur même de la Réserve fédérale américaine. Le gouverneur Michael Barr juge que le boom de l'IA n'est probablement pas une raison de baisser les taux. La Fed a elle-même relevé son estimation du taux neutre de 3% à 3,1% en invoquant des gains de productivité. Alors oui, certains, et non des moindres, défendent l'idée inverse. Si l'IA augmente la productivité, elle doit faire baisser les coûts. Donc l'inflation baisse aussi et les taux doivent suivre. C'est l'argument de ceux qui comparent notre époque non pas à 1999 mais à 1995. Le moment où la révolution informatique avait permis une croissance forte sans dérapage des prix. C'est en substance la thèse qu'a longtemps portée Kevin Warsh, maintenant à la tête de la Fed. Et oui, à long terme, l'IA peut très bien devenir profondément désinflationniste. Mais à mon sens, il faut distinguer 2 choses importantes. La première, c'est le coût de production des biens et services que l'on peut s'échanger. Alors là, oui, l'IA est un facteur déflationniste par nature, car on va produire de plus en plus de ces choses pour un coût de plus en plus bas. Par contre, en ce qui concerne le prix de la puissance de calcul, il n'a aucune raison de baisser, car on n'en a jamais assez jusqu'à aujourd'hui. Dit autrement, on aura épuisé la capacité de productivité de la puissance de calcul le jour où l'IA n'aura plus de nouveaux problèmes à résoudre. On aurait en quelque sorte tout découvert, ou du moins l'IA ne serait plus capable de découvrir de nouvelles connaissances. Peut-être que ce seuil existe, mais pour l'instant, c'est l'inverse qui se produit. Donc pour moi, les 2 thèses ne se contredisent pas. C'est juste une question de segmentation. D'ailleurs, on le voit déjà, d'un côté, partout où l'IA passe, les prix des biens et services chutent. Mais dans le même temps, les prix de tout ce qui ressemble de près ou de loin à de la puissance de calcul exploitable en entreprise montent. Pour en apprendre plus sur les enjeux du pouvoir autour de l'IA qui redessinent jusqu'à la géopolitique, allez donc voir cette vidéo.